C'est souvent autour d'un feu, d'une marmite ou d'une table que les générations se rencontrent, que les histoires se racontent et les valeurs se transmettent. Combien d'entre nous ont appris leur première recette auprès de leur mère, d'une grand-mère ou d'une tante? Combien de savoirs, de gestes secrets culinaires ont traversé le temps grâce aux femmes? La cuisine devient alors un langage universel, un pont entre les générations. Elle nous enseigne la patience, la créativité, la solidarité et surtout l'amour. À travers ce dialogue organisé par New Visionary Women, nous voulons valoriser le rôle des femmes comme gardiennes du savoir, éducatrices et bâtisseurs de communautés. Nous voulons créer un espace où l'expérience des aînés rencontre l'énergie et les rêves des plus jeunes. Car transmettre, c'est semer. Et chaque connaissance partagée aujourd'hui est une graine plantée pour l'avenir. Nous allons parler de la cuisine. C'est ce que tout le monde fait. Qui va me dire à quel âge elle a commencé la cuisine? À quel âge? Qui veut prendre la parole? Je vous parle au nom de Ophélia Afifanihat, étudiante en deuxième année d'anglais à la Flash Adjara. Moi, j'ai commencé la cuisine à 8 ans. En tant que fille aînée de la famille, je devais aider maman. C'est un peu ça. Je suis Léa Laïko. J'ai fait la soutenance récemment en géographie. Je suis un peu paresseuse. J'ai commencé vers 12 ans comme ça. Parce que j'ai des grands frères qui aident maman. Et quand on parle de cuisine, selon vous, est-ce que c'est juste le fait de faire la nourriture et de servir? Qu'est-ce que c'est que la cuisine selon vous? Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je réponds au nom de Ogeboule Mdad, étudiante en troisième année de développement communautaire à l'IGEPS. Selon moi, la cuisine, ce n'est pas tout simplement allumer le feu. Je pense beaucoup plus que c'est un art en fait. Et on y met beaucoup plus son âme ou son énergie. Ce n'est pas je fais la cuisine juste pour faire plaisir aux gens. On s'investit là-dedans. Et Marie-Ange Nadon, je suis gestionnaire du patrimoine culturel. La cuisine, pour moi, je dirais d'abord que c'est l'initiation. Et avant de faire un pas à la cuisine, il faut d'abord avoir un aîné à côté de soi qui fait la cuisine et soit ça te motive à y aller pour voir comment la personne prépare ou carrément c'est la personne même qui t'invite à voir comment elle prépare en fait. Donc la cuisine, c'est d'abord une base, une source de motivation, moi je dirais. Quand on parle de cuisine, comme elles l'ont dit, c'est un acte, c'est plus qu'un acte de nourrir. Puisque la finalité de la cuisine, c'est que quelqu'un mange ce que tu as fait ou que toi-même tu manges. Donc c'est plus que cela. Comme elles l'ont dit, c'est un art, c'est même une mémoire. Les personnes peuvent passer chez vous manger et à cause de votre nourriture, la personne reviendra. La personne va toujours revenir. Ou quand la personne passe dans la zone, la personne va se rappeler. Ah, je vais aller chez quelqu'un, peut-être qu'elle a quelque chose à me donner. La dernière fois, je suis passée, ce que j'ai mangé, c'est inoubliable. C'est comme une mémoire. À travers la cuisine, les femmes se sont mariées. À travers la cuisine, des personnes qui peut-être n'ont jamais pensé, des femmes qui n'ont jamais pensé être à un niveau, se sont retrouvées à ce niveau à travers la cuisine. Il y a des manières aujourd'hui, la cuisine a évolué. Et on peut voir certaines filles cuisiner du haricot et mettre du cube dedans. Oui, ou bien mais si le djongoli également. On prépare le djongoli et on met du cube dans le djongoli. Oui. Et on met même tomate paste. Tomate paste dans le djongoli. Je ne suis jamais allé en France, mais peut-être en France, la manière de faire par exemple le jus va différer de la façon de faire le jus au Bénin. Ouais. Mais quand
tu vas appeler une jeune sœur et lui dire, ce que tu fais là, je pense que ça sera traumatisant pour ta santé. Elle va te traiter directement de quelqu'un qui n'a pas évolué. Parce que c'est ce que nous subissons dans la société. Surtout ceux qui s'intéressent à la culture et à la préservation du patrimoine culturel et matériel, on traite souvent des gens caducs, ceux qui n'ont pas évolué et ceux qui sont restés avec les pratiques traditionnelles. Vous voyez, là déjà il y a un problème de transmission. Par rapport au problème que mon jeune frère vient de soulever lorsqu'il parlait de la réforme du cube et de qui, je n'étais pas d'accord là où les gens vous avez dit que c'est un désordre. Mais dites-moi, on ne peut pas le casser. On met des condiments dedans, du bonzo, on met des condiments dedans. Alors pourquoi ne pas mettre des condiments dans l'haricot? C'est une manière de moderniser. Bon, moi j'ai eu la chance, je l'ai dit, de grandir entre deux maisons. J'étais quelqu'un, je ne mange pas de l'haricot. Lorsque vous préparez l'haricot quelque part, je préfère alors prendre du thé haricot, prendre du thé pour dormir. Mais il s'est fait que mes mères a dit à maman, mets les condiments dedans. Apparemment, c'est comme ça, elle avait une manière de préparer ça. Et un jour, maman a mis les condiments dedans. Pour moi, j'ai dit c'est la même chose, ça ne va pas le même goût. Je ne l'ai pas consommé. Elle a dit à mémé que ils n'ont pas mangé. Elle a encore refait ça. Mais j'ai consommé, je suis restée. Jusqu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas parler de l'haricot sans mettre des condiments dedans. Lorsqu'il n'y a pas de condiments, je ne le consomme pas. C'est une manière aussi de moderniser. On ne va pas toujours rester dans... Je vais utiliser le terme tradition. Si, tu vois, par exemple, ils ont préparé de l'haricot, ils ont mis les condiments, vous avez fui. Mais est-ce que vous avez goûté pour voir comment c'est resté? Vous avez vu la texture, est-ce que vous avez goûté? Il faut goûter avant de juger. Comme il a dit tout à l'heure, on est dans une ère où la plupart des jeunes s'attachent sur tous les mets qui ne sont pas particulièrement traditionnels. On est plus, la plupart d'entre nous, même moi y compris, on est plus à la recherche de, je ne sais pas, shawarma, pizza, tout ce qui a rapport occidentaux. Par contre, quand on prend l'ère à laquelle nous sommes actuellement, c'est plus les enfants qui sont en train de tomber malades, qui sont sur les lits d'hôpital. Et des maladies dont on entendait souvent pas parler il y a 10 ans. Bon, qu'est-ce qui peut causer cette maladie? C'est pas par hasard notre alimentation, par exemple. Aujourd'hui, pour un jeune de 15 ans, 17 ans, 16 ans, voire 20 ans, quand il est assis dans un restaurant, il mange du shawarma, il fait déjà la belle vie. Mais par contre, quand tu lui donnes du sandwich ou tu lui dis, viens manger du haricot avec de l'huile rouge et des nétanyali, qu'est-ce que ça va me rapporter? Donc, notre alimentation nous affecte notre santé. Chacun avait sa manière de préparer. Je ne suis pas contre l'utilisation de fruits. Je ne vais pas aller à l'encontre de ce qu'elle a dit non plus, mais je suis dans le naturel, dans le traditionnel, dans du naturel pur. Avant, nos parents n'utilisaient pas ça. Je le dis, mais je ne suis pas contre ce qu'elle a dit. On a tous reçu différentes éducations. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, c'est devenu indispensable pour nos jeunes filles. Quand elles ne l'utilisent pas, ça ne change pas le goût de leur mais en fait de ce qu'elles cuisinent. J'ai lu une publication sur les réseaux la dernière fois où même dans de la bouillie, on ajoute ça. De la bouillie. Si, même dans la bouillie, on ajoute ça. Maintenant, on ne peut pas être en train de faire tout ça et demander d'être en bonne santé. C'est soit on l'utilise rationnellement. C'est soit on l'utilise rationnellement, soit on éradique l'utilisation de tout ce qui a rapport avec le. Merci. En parlant de cube, par exemple, moi, il m'arrive de préparer pour 5 personnes et à peine j'utilise un quart même du cube. Et c'est pourquoi je ne vais pas dire mon mari, mais quand même mon homme, il m'apprécie beaucoup parce que c'est très rare pour moi d'utiliser le cube. Maintenant, moi, j'ai compris un truc. Même je me demande comment aujourd'hui les écoles de cuisine, ils arrivent à former les jeunes restaurateurs et restauratrices. Tu prends par exemple un chef cuisinier, il prépare pour toi, mais tu peux même pas manger la nourriture. Et il est sorti chef cuisinier de son école de formation. Mais aussi on aime copier les Européens. Parfois quand on va sur par exemple les réseaux, on voit une dame française, elle prépare comme ça. On se dit que nous-mêmes on va préparer comme ça, mais est-ce qu'on a les mêmes produits? Il y a tous ces effets-là.
Maintenant, pour revenir à mon frère du patrimoine, aujourd'hui, on a vu qu'il y a beaucoup de mets qui sont en voie de disparition, où il y a beaucoup de mets qui se préparent, mais pas de la même façon que ça se faisait auparavant. Les jeunes filles, bon, elles préparent les potes, comment elles peuvent mettre pour nourriture d'une personne, tu vas voir, j'ai vu même 5 cubes, 6 cubes. Pourquoi ne pas former ces jeunes-là d'abord, pas forcément prendre l'argent chez eux, non, mais quand même les former, leur montrer qu'il y a la possibilité de préparer sans vraiment utiliser les trucs importés. Il y a même des personnes qui n'utilisent pas des tomates en boîte, mais quand elles préparent la nourriture, elle a, je sais pas, c'est la couleur, comme si on avait utilisé la tomate en boîte. Est-ce qu'il y a une meilleure manière de préparer et de manger sans beaucoup dépenser même? Parce que je me dis que maintenant tu achètes 25 francs, mais crevettes, même si tu achètes pour 50 francs, tu peux utiliser 2 fois, 3 fois. Mais cubes là, elles achètent 5, elles utilisent pour en même temps. En crevettes, tu utilises peu. Donc il y a tous ces aspects-là qu'il faudra quand même voir. Je reviens toujours à la question du patrimoine. La grande sœur, elle avait parlé de modernisation, bien de modernité. Je donne un exemple. Chez nous ici, on dit que c'est le pain qui est notre tenue traditionnelle. Mais nous nous trompons, c'est pas traditionnel en fait. On l'a adopté avec le temps. C'est une autre histoire. Si nous allons à l'Occident, eux, ils portent les vestes, les costumes. Ils n'appellent pas ça moderne. Non, c'est leur tenue traditionnelle dans leur monde là-bas. Quand ça vient vers nous ici, c'est là ça devient moderne pour nous. Donc, ce qui signifie que quand notre bomba ou bien notre kanto qui a été tissé dans les palais royaux de Kétou ou bien d'Abomey sont transportés là-bas, ça devient moderne pour eux également. Parce que ce n'est plus ce à quoi ils sont habitués. Donc, dire que nous sommes en train de moderniser les repas, non. Nous sommes en train d'adopter les techniques traditionnelles de notre monde. Shawarma, tout ça. Un blanc ne va pas dire que c'est moderne. Il va dire c'est ma tradition. C'est ce à quoi je suis habitué. Chez nous, on nous parle du haricot, d'autres menus. Nous allons dire c'est nous, notre repas. C'est ce à quoi nous sommes habitués. Donc, c'est traditionnel. Donc, si aujourd'hui, nous voulons être traditionnels béninois ou traditionnels africains, soyons traditionnels béninois et africains. Mais si il y a un intervenant qui a parlé des condiments de leur côté, eux autres de leur côté, tout ce qu'ils mettent dans leur repas, nous ne les avons pas ici. Détrompez-vous, cubes que vous utilisez ici, c'est pas le même qu'ils utilisent là-bas. Non, ils nous envoient les débris et eux autres, ils gardent les bons. Mais nous autres, en nous trompant, nous acceptons tout. Étant donné que l'Afrique est le dépotoir de tout déchet, nous acceptons. Donc, il faudrait que nous disons, ok, j'adopte la méthode traditionnelle européenne, occidentale, asiatique, ou soit j'adopte la méthode traditionnelle africaine. Donc, ne disons pas que j'ai mis tomate je mets tomate dans haricot. Non, tomate aujourd'hui, nous savons ce avec quoi on fait. Mais soit vous décidez de conserver les menus de grand-maman, ou soit vous décidez de consommer ce qui est de l'autre côté. Mais n'essayez pas d'embrouiller nous autres qui voulions très bien conserver ce sur quoi. Parce qu'avec le temps, s'il y a la déformation, parce qu'aujourd'hui, nous assistons déjà à ça. Les femmes ont organisé la journée des femmes. Et on veut les écouter encore avec les enseignements culinaires. On est à vous. On ne peut pas dire qu'auparavant, il n'y avait pas de tomates chez nous. C'est plutôt parce que la façon maintenant de cultiver la tomate est devenue différente. Il y a des engrais qu'on met aujourd'hui dans la pour stabiliser qui ne rendent pas à l'homme. Je le dis parce que de l'autre côté, le climat et les réalités sont différentes. Ici, notre climat et les réalités sont différentes. Nous devons accepter que déjà que les réalités sont différentes, nous ne sommes pas obligés d'adopter les mêmes modes de vie. Non. Moi, je ne peux pas refuser à quelqu'un qui voudrait mettre de la tomate dans son haricot
parce qu'il se sent à l'aise et que cela fasse du bien à son organisme. Maintenant, là, quand on parle des bouillons, encore bouillon, la façon dont les bouillons sont faits de l'autre côté est bien différente de la façon dont ils le font pour nous l'envoyer. Quand ça vient, des fois même on achète sans regarder. On veut consommer, on consomme. Des fois même, là, c'est gâté même avant de quitter là-bas. On nous envoie. Parce que c'est nous qui aimons tout consommer, on prend, on mange. Comment est-ce qu'on peut expliquer que des enfants de 15 ans, 14 ans, 13 ans souffrent déjà d'insuffisance rénale? Il faut nous expliquer. Il y a beaucoup, parce qu'ils veulent rentabiliser la productivité, sont prêts à se donner, à se sacrifier même pour rentabiliser leurs produits. On va manger ça. On va manger ça. D'autres diront, si on mange, on va mourir. Si on ne mange pas, on va mourir. Mais pourquoi ne pas accepter de protéger le don de vie que Dieu t'a donné gratuitement? On ne va pas demander aussi à quelqu'un parce qu'il veut rester naturel ou bio. On ne va pas lui dire qu'il est archaïque ou bien quoi, non. La santé de chacun a le droit de le préserver et de l'entretenir comme bon lui semble. Si on demande à quelqu'un de changer sa façon de faire les choses, de changer sa façon de voir les choses, et qu'il refuse, nous sommes obligés de le laisser dans son monde. Qu'il le veuille ou non, un jour, il finira par se réveiller du monde dans lequel lui-même il s'est plongé. Bon. Amen. Donc, à chacun à nous, on a un petit travail à faire. Celui de sensibiliser déjà nos jeunes sœurs que nous avons à la maison, sur lequel ce n'est pas tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux qu'on doit adopter. Préserver au mieux la santé pour transmettre le savoir. Parce qu'on n'a pas seulement le savoir culinaire à transmettre. Non. Nous avons nos connaissances personnelles que chacun de nous allons chercher dans les livres ou découvrons par une quelconque manière. Maintenant, si on ne préserve pas la santé qui va nous permettre de partager ce savoir-là avec nos frères, avec d'autres personnes, avec d'autres cultures, et on veut consommer. En tout cas, consommer. Enfin, le problème d'abord, l'initial, c'est pas mieux de voir les bonnes dames d'abord. Parce que vous savez, on achète beaucoup, hein. La nourriture, on achète tellement dehors. Mais je me dis que le problème, c'est beaucoup plus au niveau de, je vais pas dire de moments sont illettrés, pardonnez-moi. Mais c'est beaucoup plus au niveau de nos moments, pardon. Quand tu vas au marché, malgré qu'on n'utilise même pas les produits importés, là, malgré qu'on n'utilise même pas les cubes, tu vas au marché pour écraser, mais ce que tu vois les gens écraser pour préparer là, c'est pas la joie. Hein. Donc c'est pas mieux d'organiser une séance peut-être spéciale pour nos bonnes dames, nos mamans, celles qui vont au bord des voies. Parce que nous on est étudiants. Et puis quand on va à l'école, on est fatigué, on rentre là, on dit bon, moi comme nous point une fine boudou. Et puis tu manges et c'est ça qui te rend malade après. Donc normalement pour cette séance-là, il devait y avoir nos mamans, les bonnes dames à côté pour mieux les sensibiliser. Donc ce que moi je proposerais, c'est que vous organisez peut-être une séance de sensibilisation spéciale pour les bonnes dames, surtout pas forcément celles qui vont dans les restaurants. On sait que là-bas aussi c'est autre cas, mais celles qui vont au bord de la voie. Merci. Ouais, Ce que la tata là a dit, c'est bien, mais le problème est que même si on sensibilise les dames là, est-ce qu'arrivé à la maison, ils vont écouter ce que les gens disent?
Même si, et comment je vais dire, non? Puisque nous maintenant, nous ne sommes pas là, mais ceux qui veulent sensibiliser, ils ne sont pas là pour savoir comment exactement ils cuisinent. Elles cuisinent plutôt à la maison. Donc, même après sensibilisation, est-ce que c'est sûr qu'elles vont changer? C'est là le problème. Je ne remets pas en cause la sensibilisation, mais je dis que ça commence toujours par nous-mêmes d'abord, qui sommes restés ici pour écouter ce message. Tu veux parler ou bien je vais laisser la docteur. En fait, nous consommons plus à la maison qu'au dehors. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Le temps qu'on fait à la maison, des fois, quand on regarde bien, le temps qu'on fait à la maison, c'est plus que le temps que nous faisons dehors. Chacun a la possibilité de préparer chez lui à la maison. C'est une question de réglementation et d'éducation. Si tu sais que tu ne veux pas te rendre malade au dehors, prépare-toi à te réveiller tôt, à préparer ton repas et à aller à l'école. Si tu ne veux pas tomber malade parce que tu as acheté quelque chose au dehors, c'est possible, c'est pas impossible. C'est possible, non? Mais c'est vrai que quand chacun de nous, par exemple ici, allons commencer à adopter ce comportement et que ça va contaminer d'autres, les bonnes dames qui vendent au bord des voies auront moins de clientèle. Ça devra aussi les interpeller à savoir pourquoi est-ce que ces enfants-là ne viennent plus. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on veut corriger? Et donc, quand j'écoute ce que vous dites, ça me ramène juste au principe d'apprentissage des adultes, notamment la démarche de Kolb. On va apprendre par l'expérimentation et on va tirer des conclusions. Il s'agira, voyez-vous, lorsqu'on veut réussir une expérience, on fait parfois ce qu'on appelle les champs témoins. Lorsque vous sensibilisez quelqu'un, il ne comprend pas, produire du maïs de telle façon, c'est riche, c'est doux, il ne comprend pas. Vous faites un champ à côté avec la technique que vous préconisez, il voit le résultat et ensuite il décide d'adopter. Je pense qu'il faut y aller comme cela, parce que quand on sensibilise la foule, l'effet de foule ou de masse agit. Les gens viennent, ils écoutent, ils sont d'accord, même si vous leur accordez des entretiens, ils vont bien faire l'éloge de votre produit, mais une fois à la maison, ils mesurent le pour et le contre et prennent la solution la plus facile. Alors que faut-il faire? Il faut faire en sorte que toutes les personnes soient placées devant leurs responsabilités. C'est d'abord une responsabilité individuelle, mais elle devient collective. Parce que lorsque nous disons que chacun va produire ce qu'il mange, tant que le voisin, parce qu'on est en agriculture et puis il y a l'effet de pollinisation, si le voisin produit un produit de mauvaise qualité, d'accord, ça va se déposer sur ce que tu produis chez toi à la maison et tu ne manges plus sain. Tu manges ce que le voisin a produit, ce qui est mauvais qu'il a produit. C'est ça que tu manges aussi, pensant que tu manges bio. Ça veut dire que si je veux manger bio, je produis bio, je distribue bio dans mon périmètre et alors je suis sûr que mon périmètre n'est pas infecté. Et dès lors, je peux aussi manger bio. Ça veut dire que ce n'est pas une affaire d'individu, c'est une affaire collective. On est d'accord. Donc, c'est pourquoi je parle de responsabilité. Les dames qui vendent au bord des voies, dans les restaurants, comment est-ce que vous, désormais, en tant que femme, vous déclarez la guerre à la malbouffe? Je préfère dire ça. Et commencer par, non seulement, on rentre dans un mécanisme de redevabilité. C'est offre et demande, n'est-ce pas? Si tu fais bien, on sensibilise toutes les femmes à aller là où c'est bien fait. Pour dire aux autres, la qualité est importante. D'accord? Et donc, nous allons faire la promotion des femmes qui suivent un itinéraire technique de qualité pour produire ce qu'elles proposent. Parce que c'est une question de santé publique. Et donc, on va faire en sorte que la femme choisisse de bons produits depuis le maraîchage jusqu'à la production in fine de l'aliment que nous consommons.
Et quand on fait ça, on fait la promotion de ces femmes-là. On les encourage, on fait leur promotion et tout le monde va là. Les autres qui ne commencent pas à perdre de la clientèle ou qui ont envie de s'insérer sur ce marché seront bien obligés, parce que c'est de la concurrence, de s'aligner. Ça, c'est un premier aspect. Mais le second aspect, c'est qu'en tant que citoyens, nous avons des responsabilités de nous protéger, de protéger nos concitoyens, mais de demander aussi à l'État de nous accompagner pour garantir notre bonne santé et donc que les services de l'État puissent fréquenter ces lieux de préparation en termes de contrôle, hein, de l'hygiène, de l'itinéraire technique, etc. Donc, vous voyez, il y a tellement à faire, mais lorsqu'on n'est pas organisé pour apporter l'information de qualité, on ne peut pas faire grand-chose. Il ne s'agit pas de chercher à faire beaucoup, mais c'est d'agir sur des échantillons. Et sensiblement, je pense qu'on peut provoquer des changements. Le changement est d'abord individuel, mais ensuite, il faut impacter son environnement. Et c'est ce que vous avez commencé par faire. Chacun peut aller chercher du terreau quelque part, avoir une semence. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une banque de semences, je ne sais pas si c'est gratuit, fourni ou quelqu'un. Il y a une semence quand même de qualité qu'on peut aller chercher. Et quelques semaines après, on est fier de cueillir de la tomate. Vous savez, quand on a fait soi-même, et qu'on reçoit des visiteurs, vous savez l'effet que ça fait? On est content de dire non, cette sauce-là, c'est avec mes tomates qu'elle a été produite. Et on a envie que le visiteur goûte à cette sauce. Hein? Et ensuite, on lui demande ses impressions. Vous voyez, c'est l'effet que ça donne. Si on peut aller vers des pratiques où chacun, on apprend. Donc, des ateliers techniques après, où on apprend peut-être à faire du piment, après à faire de la tomate, à faire de petites choses. Et où on peut même se passer après les produits. Quand on fait une communauté, certains produisent de la tomate, peut-être qu'il ne va pas tout consommer. Tandis que d'autres produisent du piment. Si c'est un réseau, je peux aller chercher mon piment chez Alfred, qui en a un peu plus. Et lui, par contre, je lui donne un peu de tomate. On peut former une communauté de partage comme ça. Je pense que c'est un bon début. C'est qu'il ne faut pas s'arrêter. Et il faut poser des actions concrètes après. Ce que je peux dire, c'est que la cuisine béninoise est plus qu'un art et elle peut être modernisée, à ce que je vois. Elle peut être modernisée, mais sans perdre son âme, sans perdre son essence. Sans perdre son essence. Je suis Naomi Maouli Nouadro. Je suis animatrice communautaire, agronome de formation, gestionnaire des projets en milieu rural. Je vous parle du matrimoine. Mon matrimoine, c'est l'héritage silencieux, l'héritage des femmes qui m'ont précédé. Le matrimoine, c'est la force de ma mère, la sagesse de mes grandes-mères et le courage de toutes celles qui ont marché avant moi. De mon père, il m'a toujours dit que quel que soit ce que tu feras, quel que soit ton boulot, remplis le ventre de ton mari d'abord. Pour dire quoi? C'est que qu'un jour, j'étais invitée à un anniversaire et déjà vers 16 heures, j'étais déjà prête, je me suis maquillée, tout. Et je lui ai dit, papa, je m'en vais là où je vous avais dit, parce que tu avais bien informé et il m'a autorisé. Et c'est là, il me dit, qu'est-ce qu'on veut manger le soir? Je lui ai dit, je ne sais pas. Il me dit, cherche d'abord qu'est-ce qu'on va manger le soir avant de sortir. C'est là, il a complété, quel que soit ton boulot, quelles que soient tes occupations, remplis le ventre de ton mari d'abord. Parce que s'il mange, s'il ne va pas pour manger dehors, ton amour là, il va toujours. On m'a appris, mon père et ma mère, les deux ensemble, mes parents, que dans le foyer, c'est l'homme la tête, quel que soit ce qui va arriver. Faut pas que la femme elle peut avoir des diplômes, tout, mais la soumission, c'est de son côté. C'est ce qu'on m'a appris à moi. En plus de ça, pour que le foyer évolue normalement, il faut que la femme assure
les besoins de son agent, le manger et puis le bas-ventre. Genre, c'est codé un peu, mais ceux qui savent connaissent ce que je suis en train de dire. Si je vais dire quelque chose, ce serait concernant ma mère, qui ne cesse de me répéter, sois toujours une femme battante. Et ce qu'elle a su m'enseigner très tôt, c'est que la femme, c'est le rangement. Elle doit avoir l'art du rangement. Et elle me dit, à chaque fois quand tu te lèves de ton lit, essaie de dresser ton lit, que ta chambre soit propre, que tout soit propre, que rien ne soit en désordre. Donc, j'ai reçu ce tard-là d'elle. Merci. La femme doit échanger avec un homme, la femme doit faire son chemin avec un homme et la femme doit marcher avec un homme. C'est pour cela que nous avons fait ce choix.
d'habitude.